Bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 19 décembre 2025 et nos chers amis Trita Parsi et l'ambassadeur Chas Freeman sont avec nous. Bon retour parmi nous, Trita et Monsieur l'ambassadeur. Très heureux d'être ici avec vous. De même, merci. Permets-moi de commencer avec toi, Trita. Nous savons que tu étais au Moyen-Orient, à Doha, et je suppose que tu as parlé avec des responsables de différents pays de la région. Quelle est ta compréhension de la situation actuelle entre l'Iran et les États arabes, et comment perçoivent-ils Israël et sa position actuelle? Merci, Nima. C'est un plaisir d'être de retour avec toi, et bien sûr toujours un plaisir d'être avec le légendaire Chas. Je pense qu'il se produit des changements importants dans la région. En même temps, je crois que la région elle-même n'est peut-être pas entièrement à l'aise avec la rapidité à laquelle cela avance. Nous avons vu le ministre omanais des Affaires étrangères, Badr al-Boussaidi, déclarer lors du dialogue de Manama, il y a environ un mois, je crois, dans un discours très incisif, que nous savons depuis longtemps qu'Israël est la source d'instabilité dans la région et non l'Iran. Je pense qu'il est également très important de souligner qu'il a dit « nous savons depuis longtemps », ce qui indique clairement qu'il ne s'agit pas simplement de quelque chose apparu à cause du génocide à Gaza ou de l'attaque contre Doha. C'est quelque chose qui est connu depuis un certain temps, mais ce n'est que maintenant que certains États se sentent plus à l'aise d'en parler publiquement. Lors du dialogue de Manama, il a été interpellé par le prince Turki d'Arabie Saoudite. Mais ensuite, le prince Turki, il y a seulement quelques jours avant le forum de Doha, a plus ou moins dit la même chose qu'Al-Boussaidi. Au forum, j'ai organisé un panel avec l'ancien ministre iranien des Affaires étrangères, le Dr Zarif, l'actuel secrétaire général du CCG et un ancien responsable européen. Et nous espérions approfondir un peu plus ce sujet. Je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo, mais cela ne s'est pas vraiment passé dans cette direction, car les deux parties ont commencé à parler du passé. Je pense que les deux côtés ont peut-être un peu trop réagi, et la discussion a fini par remuer de vieilles blessures plutôt que de se concentrer sur la situation à venir. Mais je crois qu'au final, cette conversation était une aberration. Il est assez clair pour de nombreux dirigeants du CCG, et d'ailleurs j'ai assisté à des réunions où ils l'ont dit aussi explicitement, que le CCG a des différends avec l'Iran, mais qu'il a trouvé des moyens de les gérer. Ils ont trouvé des moyens de gérer la relation, le conflit, et ainsi de suite. Ce n'est pas une situation idéale, mais ils savent comment y faire face. Ils n'ont pas cela avec Israël. Ils n'ont pas de moyens de gérer la relation, ni la menace qu'ils perçoivent venant d'Israël. Car les États-Unis sous Biden ont essentiellement donné à Israël une liberté totale d'action. Et c'est une raison essentielle pour laquelle de nombreux autres États, qui ont habituellement les relations les plus problématiques avec l'Iran, même discrètement, en coulisses, reconnaissent qu'ils sont désormais davantage menacés par Israël que par l'Iran. Bien sûr, il faut aussi ajouter que la position régionale de l'Iran n'est plus aussi forte qu'elle l'était auparavant, et ainsi de suite. Ce qui est intéressant dans tout cela, cependant, c'est qu'en même temps, la stratégie de sécurité nationale de Trump était un peu désordonnée dans plusieurs de ses sections. Mais concernant le Moyen-Orient, d'abord, elle décrit la situation comme si tout allait bien dans la région aujourd'hui, ce qui n'est évidemment pas le cas. Ensuite, elle reprend cette formulation américaine vieille de plus de 30 ans, selon laquelle l'Iran serait le principal facteur de déstabilisation de la région. Et cela place réellement les États-Unis en décalage avec la plupart de leurs partenaires arabes actuels, qui sont bien plus préoccupés par Israël que par l'Iran.
Et pour de bonnes raisons, je dirais, après l'attaque contre le Qatar, par exemple. Donc je pense que ça sonne juste. Depuis quelque temps, j'ai le sentiment que l'Iran et les pays arabes du Golfe découvrent peu à peu un intérêt commun à former une coalition pour contrebalancer Israël, pour lui faire face. Ce n'est pas facile pour eux, compte tenu de toute l'histoire, trop souvent rappelée. Mais c'est la direction que prennent les choses. Et les États-Unis, dans la région du Golfe Persique, en Asie occidentale comme ailleurs dans le monde, adoptent des positions et proposent des descriptions des affaires qui relèvent essentiellement de l'illusion plutôt que de la réalité. Et ce qui est étrange, bien sûr, c'est qu'à Washington, nous avons désormais une direction, le président Donald Trump. Et personne dans son entourage n'est prêt à lui dire non, ni à lui faire remarquer que l'empereur est nu, ni à remettre en question ses jugements parfois entièrement fictifs sur ce qui se passe dans le monde et sur la manière dont les autres le perçoivent, lui et les États-Unis. C'est donc très intéressant, Trita. Oui, Trita, tu sais ce qui m'a vraiment frappé, c'est que Zarif a mentionné comment l'Iran soutient les actes de résistance sans en tirer profit. C'est tout le problème. Tu vas en Iran, tu parles avec des gens ordinaires, et ils disent la même chose. Quel est l'intérêt pour l'Iran de ce genre de soutien aux actes de résistance? Mais nous connaissons l'état d'esprit en Iran. La vision des dirigeants est de soutenir le peuple palestinien. Ils ne vont pas les abandonner. Et ce n'est pas le cas des États arabes de la région. This is not the case for the Arab states in the region. Oui, et je pense qu'il s'est dit beaucoup de choses pendant ce panel, lorsque Zarif a abordé des sujets inconfortables, à la fois pour la direction iranienne, qui les a vus exposer publiquement, et bien sûr pour de nombreux dirigeants arabes également. Je dois dire que je ne pense pas qu'il y ait eu un changement particulier dans l'opinion publique iranienne en ce qui concerne la sympathie envers le peuple palestinien. Il existe un sentiment clair dans de larges pans de la société, selon lequel l'Iran s'implique inutilement dans ce conflit. Je me demande comment cela a évolué et comment cela continuera d'évoluer à l'avenir, car tout cela se passait avant qu'Israël n'attaque l'Iran. Or, Israël a bien attaqué l'Iran en pleine négociation, et je pense qu'il est assez évident pour la plupart que cette attaque aurait probablement déjà eu lieu en 2006 si Israël avait réussi à vaincre le Hezbollah. Ce qui nous ramène à ce que vous disiez au départ, à savoir si l'axe de la résistance a réellement eu une utilité pour l'Iran ou non. Je pense qu'on peut se demander si au final, cela a été un avantage net ou un désavantage. Mais on peut aussi reconnaître que c'est précisément lorsque l'axe avait été considérablement affaibli que les Israéliens ont vu l'occasion de porter la guerre sur le territoire iranien. C'est également à ce moment-là, lorsque l'axe avait été affaibli, qu'ils ont eu l'argument. Le président américain affirmant qu'en raison de cet affaiblissement, il existait une opportunité d'attaquer l'Iran. Des choses auxquelles les présidents précédents, y compris celui-ci, avaient dit non auparavant, lorsque la situation dans la région était différente. Je pense donc que l'axe, en tant que moyen de dissuasion contre une attaque israélienne, a fonctionné aussi longtemps qu'il a pu, jusqu'à ce qu'il ne le fasse plus. Et puis, bien sûr, une fois que la puissance de l'axe avait diminué, les Israéliens ont vu là une opportunité. Ce n'est pas pour autant une approbation de l'idée selon laquelle les Iraniens devraient revenir à cette stratégie ou quelque chose de ce genre. Mais il est, je pense, important de noter que ces questions sont désormais fortement politisées à l'intérieur de l'Iran. Et avec cette politisation vient un certain degré de simplification quant à ce qui s'est réellement passé. Quelle était la situation à l'époque? Et si toute cette affaire était ou non une énorme erreur dès le départ? On peut certainement défendre cet argument,
Mais je suis personnellement assez convaincu que sans les investissements réalisés par les Iraniens dans ce domaine, non seulement les Israéliens auraient attaqué en 2006, mais je pense que les États-Unis auraient attaqué en 2004. Cela sonne très juste. Je pense que ceux qui, en Iran, dénigrent l'axe de la résistance le font parce qu'il a été affaibli et ne constitue plus vraiment une protection pour l'Iran, s'il l'a jamais été. Mais Zarif et d'autres soulignent aussi à juste titre que le Hezbollah, par exemple, n'est pas une marionnette iranienne. L'Iran ne peut pas dire au Hezbollah quoi faire. Nasrallah, lorsqu'il dirigeait le Hezbollah, était très prudent quant à son soutien à l'Iran, ou aux Palestiniens d'ailleurs. Il agissait avant tout selon sa vision des intérêts libanais, et plus particulièrement de ceux du Hezbollah, plutôt que selon ceux de l'Iran. Mais la vérité, comme l'a dit Trita, c'est que l'axe de la résistance constituait un rempart contre une attaque israélienne lorsqu'il était efficace. Car les Israéliens ne pouvaient jamais être sûrs de ce que ferait le Hezbollah ou d'autres, s'ils rejoindraient ou non une guerre contre Israël aux côtés de l'Iran. Mais je pense qu'aujourd'hui, tout cela est très pertinent. Le Times of Israel vient de rapporter en détail que Donald Trump et le Premier ministre Netanyahou avaient en réalité commencé à préparer l'attaque de juin dès le mois de février. Ils l'ont planifié et ont délibérément trompé le public en feignant une rupture entre eux et une divergence d'opinion sur la manière de traiter avec l'Iran. Et ensuite, bien sûr, Israël a attaqué l'Iran, suivi d'un complément américain à cette attaque. Et la pertinence de tout cela, c'est qu'il est très évident qu'Israël se prépare activement à une nouvelle attaque. Il mène des exercices de frappe à longue portée par exemple, dont la seule cible logique est l'Iran. Ainsi, cette relation complexe entre le Hezbollah et Israël se poursuit, Israël violant le soi-disant cessez-le-feu au Liban et continuant d'assassiner des personnes qu'il considère comme des ennemis, que ce soit à Gaza, malgré le cessez-le-feu supposé, au Liban ou en Syrie d'ailleurs. Cette relation entre l'Iran et les mouvements de résistance arabes reste encore aujourd'hui très très importante pour les deux parties. Puis-je intervenir rapidement à ce sujet? J'ai lu l'article du Washington Post sur lequel se base celui du Times of Israel, et je dois dire que j'ai de gros doutes. Je ne crois pas à ce récit. Je pense qu'il s'agit en réalité d'un effort délibéré pour diffuser une histoire qui élimine toute possibilité, tout désir ou toute tentative de la part des Iraniens de renouer la diplomatie avec les États-Unis. Une théorie très intéressante, oui, mais d'après ce que j'ai vu moi-même, et aussi d'après mes conversations avec des personnes qui ont quitté l'administration Trump et qui étaient là à l'époque, cet article essaie de présenter une théorie très bien ficelée sur la coordination étroite des événements et la profondeur de la tromperie. Et cela, je pense, n'est pas seulement faux, mais aussi quelque chose qui aurait pour effet d'empêcher toute reprise de la diplomatie. Je pense qu'il y a eu tromperie. Je pense que cette tromperie a probablement commencé environ une semaine avant l'attaque, lorsque cette réunion se tenait à Camp David. Cela ne remonte pas à février, et j'ai parlé avec des interlocuteurs du côté iranien qui sont également convaincus que toute la diplomatie n'était qu'une tromperie. Je ne pense pas que ce soit le cas. Et encore une fois, je dis cela sur la base de conversations que j'ai eues avec de nombreuses personnes impliquées tout au long de cette affaire. Je ne pense pas qu'il s'agissait d'une grande mascarade. Je dois aussi être très franc. Je ne pense pas que cette administration soit capable de maintenir une tromperie aussi longtemps, avec un tel degré de sophistication. Et je ne pense pas non plus que les Israéliens le soient. Yeah, and actually, Gita,
Et en réalité, chasse un motif possible corroborant pour cette fuite de documents serait la volonté de Netanyahou de se présenter comme le lien essentiel entre Donald Trump et les États-Unis. Mais cela le fait passer pour un manipulateur machiavélique de Donald Trump, ce qu'il est, bien sûr, mais peut-être pas dans ce cas précis, comme tu le suggères. Si j'étais du côté israélien, c'est exactement l'histoire que je voudrais voir sortir. Voici le récit. Il n'y a jamais vraiment eu de conflit entre Trump et Netanyahou. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, qui ressemble à un conflit, en réalité, il n'y en a pas. Et je sais que beaucoup de gens seraient enclins à le croire, mais cela sert vraiment les intérêts de Netanyahou de diffuser ce récit, surtout pour la raison que tu viens de mentionner, Chaz, à savoir que nous nous dirigeons clairement vers une nouvelle attaque. Et pour cette attaque, les Israéliens vont tout faire pour que les États-Unis y participent. Et le pire qui pourrait arriver, ce serait qu'il y ait réellement un effort pour relancer une véritable diplomatie, pas ce que nous avons vu jusqu'à présent, et certainement pas ce que Trump semble penser que la diplomatie devrait être. Je pense que Trump se fait une idée très, très erronée, en croyant que les Iraniens sont si faibles qu'ils doivent capituler. Il y a deux grandes failles dans cette perception de Trump. D'abord, croire que les Iraniens sont aussi faibles, je ne le pense pas. Ils ont certes été affaiblis, mais pas autant que Trump le croit. Ensuite, considérer que la capitulation est même une option. La capitulation pourrait être une option si l'on pensait réellement que cela marquerait la fin du conflit. Mais ce n'est pas ainsi que les Iraniens le perçoivent. Ils considèrent la capitulation comme un simple déplacement de la ligne de front du conflit, passant du nucléaire et de l'enrichissement à celui des missiles. Et après avoir cédé sur les missiles, cela se déplacerait vers les couteaux de cuisine, et ainsi de suite. La capitulation n'est donc tout simplement pas une option. Et tant que Trump conservera cette perception, nous ne verrons pas de véritable diplomatie. Mais des efforts sont actuellement déployés pour instaurer une diplomatie réelle. Les récits de ce type, diffusés en ce moment, ont un effet très très néfaste, et je pense que c'est délibéré afin de saboter ces efforts. En partie, encore une fois, je suis d'accord avec vous, parce qu'il rappelle l'usage de la diplomatie comme couverture pour une attaque surprise. Et par conséquent, il suscite des doutes supplémentaires du côté iranien quant à savoir si l'administration Trump tenterait réellement la voie diplomatique, ce qu'elle ne sait évidemment pas faire. Il n'y a eu aucune véritable diplomatie de la part de l'administration Trump sur aucun sujet. Il y a eu des tentatives pour instaurer un cessez-le-feu, mais jamais ils n'ont cherché à s'attaquer aux causes du conflit ni à y mettre fin par la paix. Nous avons donc un échec total de la diplomatie amateur et clientéliste menée par Steve Witkoff et Jared Kushner, non seulement dans le contexte israélo-palestinien ou iranien, mais aussi dans le contexte ukrainien et dans bien d'autres où le président Trump a prétendu avoir instauré la paix. Au mieux, il a obtenu un cessez-le-feu, et le plus souvent même pas cela. Il n'existe pas une telle situation entre l'Inde et le Pakistan, entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, entre la Thaïlande et le Cambodge, ni ailleurs. Donc, vous savez, nous avons, comme secrétaire d'État, quelqu'un qui s'imagine que le charme personnel peut surpasser les intérêts nationaux et qui parcourt le monde en se présentant comme un diplomate, alors même que le département d'État s'effondre et que les gens partent par frustration. Et bien sûr, il est aussi le conseiller à la sécurité nationale, mais il ne coordonne rien, sauf ses propres attaques contre le Venezuela. Et il est l'archiviste national, un poste qui ne demande peut-être pas grand-chose. Enfin, il dirige ce qu'il reste de l'USAID. Et je ne le vois remplir aucune de ses fonctions.
Je continue donc à chercher des preuves de compétences diplomatiques à Washington, sans en trouver. Trita, Selon vous, dans quelle mesure ce qui se passe avec le cas du Venezuela est-il lié à ce qui se déroule en Asie occidentale et au Moyen-Orient? Vous savez, lorsqu'il s'agit de savoir si une attaque contre l'Iran pourrait bloquer le détroit d'Ormuz et Bab el-Mandeb en mer Rouge, comment voyez-vous le lien avec la situation actuelle si les États-Unis décidaient de s'engager pleinement dans un changement de régime au Venezuela? Souhaite-t-il sécuriser ou d'une certaine manière contrôler le marché de l'énergie? Pensez-vous que c'est cela l'enjeu avec le Venezuela? Do you think that's the case with Venezuela? On ne peut certainement pas l'exclure. Tout d'abord, pour être très très clair, le pétrole est sans aucun doute un facteur dans tout cela. Et l'un des avantages de l'administration Trump, c'est qu'elle ne cache pas ces choses. Je veux dire, il sort et dit clairement qu'il croit que le pétrole appartient apparemment aux États-Unis. On n'aurait pas eu ce genre de commentaires lors de la première invasion de l'Irak ou pendant la guerre du Golfe en 1991. Y avait-il une réflexion de ce type? Absolument. Donc il y a bien cet élément. Je ne suis pas sûr que l'idée immédiate soit de gérer la fermeture du détroit d'Ormuz en cas de guerre plus large avec l'Iran, en prenant le contrôle des champs pétrolifères du Venezuela, et cela pour diverses raisons. Et je ne prétends pas une seconde être un expert du pétrole, mais nous parlons ici de types de pétrole brut très différents, d'industries et de systèmes logistiques complètement distincts, de circuits d'achat différents, et ainsi de suite. Je pense que cela provoquerait malgré tout un choc majeur, vraiment majeur, sur les marchés pétroliers, même si les États-Unis contrôlaient les champs pétrolifères vénézuéliens. Cela ne veut pas dire cependant que le pétrole ne soit pas un facteur clé dans la réflexion de l'administration à ce sujet. Mais nous, vous savez, tout le monde observe de près ce qui se passe au Venezuela. Et même si cela n'a peut-être pas grand-chose à voir avec ce qui se passe au Moyen-Orient, il est fascinant de voir que les éléments qui veulent une confrontation avec le Venezuela, qui veulent une invasion, qui veulent un changement de régime, sont ceux qui, du moins sur le plan narratif, le relient à l'Iran. Et il existe pour eux des incitations évidentes à le faire, car s'ils parviennent à amener Trump à mener une opération explicite de changement de régime au Venezuela, leur calcul est que le seuil sera alors beaucoup plus bas pour le pousser à entreprendre une opération claire de changement de régime en Iran ou ailleurs au Moyen-Orient également. Ainsi, le lien fictif avec l'Iran est illustré par l'accusation entièrement inventée, selon laquelle le pétrolier que les États-Unis ont saisi de manière pirate, avec sa cargaison, un acte de piraterie suivi d'un vol, aurait participé au transport de pétrole pour les gardiens de la Révolution ou pour le Hezbollah. Je ne sais pas combien de stations-service le Hezbollah exploite. Je doute qu'il y en ait beaucoup, voire aucune. C'est un lien plutôt tiré par les cheveux avec l'Iran. Et permettez-moi d'ajouter à propos du Venezuela que la véritable cible est Cuba. On pense que si Cuba était privé du soutien vénézuélien du gouvernement Maduro, le pays s'effondrerait. Et cette idée a un certain fondement, car lorsque l'Union soviétique a cessé de fournir du pétrole à Cuba ou de financer les aventures révolutionnaires cubaines en Afrique, le Venezuela, sous le gouvernement Chavez, a pris le relais. La relation entre le Venezuela et Cuba repose sur une dépendance cubaine à l'égard de l'énergie vénézuélienne et une dépendance vénézuélienne au soutien cubain pour les services de sécurité et le système de santé publique, où Cuba fournit une grande partie du personnel et forme les Vénézuéliens. Ainsi, le danger dans le cas du Venezuela
ne réside pas vraiment dans un effet de contagion vers l'Iran, je pense, mais plutôt dans le fait que cela, avec la version révisée du corollaire Trump à la doctrine Monroe, constitue une invitation pour chaque pays d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale et des Caraïbes ayant les moyens de le faire à se tourner vers la Chine, la Russie et l'Iran pour obtenir un soutien contre les États-Unis et potentiellement à jouer le même rôle que l'axe de la résistance face à Israël, en faisant émerger une contre-force dans le voisinage américain. Mais il faut être plutôt enclin aux théories du complot pour élaborer un tel raisonnement. Pourtant, c'est bien sur cette base que cela repose. Ce n'est pas une réflexion fondée sur les marchés pétroliers. C'est une approche bien plus sophistiquée et mondiale que ce dont cette administration est capable. Trita, pendant votre panel à Doha, Javad Zarif a déclaré que lorsqu'il évoquait la situation de l'axe de la résistance, il n'en tirait aucun bénéfice. Il payait pour tout ce qui était lié. Mais vous avez mentionné l'opinion publique. Je dirais que l'opinion publique du gouvernement iranien, ou plutôt celle de la majorité des Iraniens, avant l'attaque israélienne contre l'Iran, était différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Les Iraniens comprennent désormais l'importance de l'axe de la résistance, car l'Iran a été attaqué, et ils savent que si l'Iran ne peut pas répondre, ce serait désastreux pour l'économie iranienne et pour la stabilité régionale. Mais j'ai aussi été un peu surpris que l'ambassadeur du Koweït évoque le PIB des États arabes et s'en vante presque. Est-ce ainsi qu'ils conçoivent la sécurité? Croient-ils vraiment que leur PIB pourrait, d'une manière ou d'une autre, les défendre? Je ne pense pas que ce soit la raison pour laquelle il l'a mentionné. À mon avis, je n'ai pas eu de longues conversations avec lui après la table ronde, mais j'en ai parlé avec d'autres responsables. Je pense qu'il y a eu une certaine réaction au sein du CCG face aux déclarations omanaises et à d'autres prises de position. Il voulait préciser lors de cette table ronde que le fait de partager actuellement un intérêt commun avec l'Iran, puisque les deux parties considèrent la témérité totalement débridée d'Israël comme une menace, ne signifie pas que les autres différends entre le CCG et l'Iran peuvent simplement être mis de côté. Et si vous écoutez attentivement ce que dit l'ambassadeur du Koweït, le secrétaire général, il dit « Nous ne pouvons pas parler d'intérêts communs dans d'autres domaines avant que ceux-ci ne soient d'abord évalués. » Je pense personnellement que ce n'était pas forcément la manière la plus efficace de faire valoir ce point de vue du CCG. À mon avis, il aurait été préférable de préciser qu'il existe bien un intérêt commun, mais que cela ne signifie pas que les problèmes antérieurs ont été effacés. Nous devons encore trouver des moyens de les résoudre, et ainsi de suite. Mais il faut le dire clairement, oui, il existe un intérêt commun. Cela n'a pas été fait. Et je pense que c'est en partie la raison pour laquelle la réaction du Dr Zarif a été assez vive également. Ensuite, la discussion est devenue plutôt divertissante pour le public, mais peut-être pas très constructive pour les relations entre le CCG et l'Iran. Je pense que, si je devais en donner une interprétation bienveillante, ce serait qu'il existe, au sein du CCG, des éléments qui reconnaissent peut-être qu'il y a une menace commune, mais qui ne veulent pas que Téhéran pense que cela signifie automatiquement que tous les autres différends sont désormais effacés. Il y a eu une tentative pour faire passer ce message, mais elle n'a pas été formulée aussi efficacement qu'elle aurait pu l'être. Et cela a ensuite provoqué une forte réaction. Mais vous savez, cette table ronde, eh bien, je crois qu'elle a été plus regardée que n'importe quelle autre discussion à Doha, à l'exception de l'entretien de Tucker Carlson avec le Premier ministre. Néanmoins, je pense que c'est un peu une anomalie dans le tableau d'ensemble. Le tableau d'ensemble ne repose pas sur ce qui a été dit
lors de cette table ronde. La situation d'ensemble repose sur le fait que si vous êtes aujourd'hui à Mascate, à Oman, et que vous voyez qu'Israël a bombardé Doha sous prétexte que le Hamas s'y trouvait, alors même qu'Israël avait demandé au Hamas d'y être, que se passera-t-il la prochaine fois que Mascate accueillera des pourparlers de paix entre les Houthis et d'autres acteurs du Yémen? Seront-ils également bombardés? Voilà les véritables inquiétudes des habitants de la région. Et elles ne disparaissent pas simplement parce qu'il y a eu cet échange entre le Dr Zarif et le secrétaire général. Il est évident qu'il existe d'autres questions à résoudre et les deux parties doivent les examiner avec le plus grand sérieux. Sinon, l'intérêt commun risque de ne pas suffire à rapprocher les deux camps. Nous venons justement d'en être rappelés, en fait, par la déclaration de Wang Yi, selon laquelle le différend des Lesser Tunbs, ces petites îles dans le détroit d'Ormuz, Abu Moussa, Lesser Tunb, Greater Tunb, doit être résolu par la négociation et le dialogue. C'est profondément offensant pour l'Iran, qui a toujours soutenu, depuis la prise de ces îles au départ des Britanniques du Golfe, qu'il n'existe aucun différend à leur sujet. La Chine semble penser qu'il y en a un, ce qui est une position réaliste. Et cela rappelle ce que Peter vient de dire. Il existe de nombreuses questions qui divisent les deux parties. Pourtant, il est très frappant que Boussaïd, un Omanais, les Omanais sont réputés pour leur discrétion et leur refus de prendre parti dans les différends, ait tenu de tels propos. Cela montre à quel point Israël a déstabilisé la région par sa quête d'hégémonie militaire et ses attaques contre l'Iran et le Qatar. Tu sais, Trita, avant que tu ne nous quittes, quand Javad Zarif a dit autre chose à propos de la politique étrangère iranienne envers les États-Unis et Israël, qu'il revenait à une politique de résistance. En ce moment, la politique est bien celle de la résistance, parce qu'il ne considère pas que les États-Unis soient honnêtes dans la manière dont ils dialoguent avec la partie iranienne. C'était énorme, parce qu'entendre Javad Zarif parler ainsi, c'était vraiment quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer auparavant. Que se passe-t-il? Tu lui as parlé. Que se passe-t-il en Iran, à ton avis? Je veux dire, c'est compréhensible. Il y a énormément de colère, peut-être surtout chez ceux qui ont passé 2 décennies à essayer de faire avancer cette diplomatie. Oui. Donc vous savez, je pense qu'on ne peut tout simplement pas y échapper. En même temps, ce que je crois que le Dr Zarif décrivait, c'est la direction que prend l'Iran, ce qui n'est pas nécessairement la vision qu'il a de la direction que l'Iran devrait prendre. Je pense toutefois qu'il y a des efforts, car même dans la résistance, il y a une nécessité de diplomatie, en gardant à l'esprit que nous nous dirigeons vers une nouvelle confrontation militaire. Et je sais que nous en avons déjà parlé, mais pour préciser davantage, si c'est cela, la nouvelle normalité, alors il faut reconnaître à quel point c'est une défaite totale pour Benjamin Netanyahou en particulier. Toute l'idée derrière cette stratégie était de s'assurer qu'Israël maintienne l'Iran sous sa domination. Je ne dis pas que les Israéliens pensaient pouvoir y parvenir en une seule guerre, et ils présentent souvent cela comme la première phase du conflit. Mais si tout s'arrête maintenant, on se retrouve en réalité avec une dissuasion mutuelle entre l'Iran et Israël. Regardez la situation à Gaza. Les Israéliens ont refusé tout cessez-le-feu pendant 2 ans, sauf pour de courtes pauses. Et chaque fois qu'ils étaient forcés d'y consentir, ils le violaient immédiatement. Même chose avec le Hezbollah au Liban. Pendant plus d'1 an, ils ont complètement refusé, et une fois qu'ils ont accepté, ils l'ont aussitôt violé. Dans ce cas, entre Israël et l'Iran, après 9 jours, ils ont commencé à évoquer l'idée d'un cessez-le-feu, et ils ne l'ont pas violé. Pourquoi? Parce qu'il existe une dissuasion mutuelle entre les deux camps. Il y a un équilibre de la terreur entre eux.
Et c'est précisément ce que les Israéliens ne voulaient pas atteindre. Ils ne veulent pas voir un pays de la région capable de contester la liberté de manœuvre d'Israël ou de disposer d'une dissuasion contre lui. Regardez ce qui se passe au Liban. Les États-Unis s'efforcent de faire en sorte que les forces armées libanaises soient assez fortes pour désarmer le Hezbollah, mais suffisamment faibles pour ne pas représenter une capacité de dissuasion contre Israël. On retrouve la même formule ailleurs. Mais si cela s'arrête ici, et il y a des élections prévues en Israël dans 10 mois que Netanyahou ne peut pas annuler, alors l'héritage de Netanyahou sera d'avoir déclenché une guerre et obtenu le contraire de ce qu'il visait. Je pense que c'est un facteur clé dans les conversations que j'ai eues avec des Israéliens. Il pourrait en réalité lancer la prochaine phase sans coordination avec les États-Unis, en espérant qu'une fois la guerre commencée, il pourra entraîner les États-Unis dedans. Très réaliste, j'en ai bien peur. Oui, merci beaucoup Trita d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. Merci, merci beaucoup. Wisi apsi apotword samoyed. Monsieur l'ambassadeur, permettez-moi de changer un peu de sujet pour parler de ce qui se passe en Ukraine. Les Européens font pression pour utiliser les avoirs russes. Aujourd'hui, nous avons appris qu'ils veulent accorder un prêt à l'Ukraine, mais que ce prêt ne provient pas réellement de ces avoirs. Ils disent qu'ils pourront les encaisser plus tard à partir de ces fonds. Je ne vois pas la Russie donner cela à l'Ukraine, ni aux Européens. Non, je pense. Enfin, ils ont tenté le plus grand braquage de banques de l'histoire en saisissant les réserves russes afin de prolonger la guerre de 2 ans supplémentaires, ce qu'elles auraient permis de financer. Ils comptaient essentiellement utiliser les réserves russes comme garantie pour un prêt ou une émission d'obligation. Maintenant, ils proposent d'émettre une obligation. 2 questions. Premièrement, vont-ils vraiment le faire? Beaucoup de pays devraient agir individuellement, car il n'y a pas d'unanimité au sein de l'Union européenne à ce sujet. Certains pays, la Hongrie, la Tchéquie, la Slovaquie, ne sont pas d'accord. Deuxième question. L'Ukraine est-elle un emprunteur solvable? Comment l'Ukraine pourra-t-elle jamais rembourser cela? Pourquoi suppose-t-il qu'à la fin de cette guerre, qui se terminera d'une manière ou d'une autre, ce sera l'Ukraine qui sera victorieuse et aura accès aux avoirs russes, plutôt que la Russie qui l'emporte et exige la restitution des fonds saisis? Donc, à mon sens, ma propre conclusion est que c'est une démonstration classique du déni européen de la réalité. La réalité, c'est que l'OTAN et l'Ukraine ont perdu la guerre. Et la seule question est de savoir combien ils vont encore perdre. Et maintenant, je ne suis pas sûr. Je suppose qu'il reste une dernière question, plus importante. Et donc, qu'est-ce que cela fait à la solvabilité des banques européennes? Si vous êtes l'Arabie saoudite, par exemple, souhaitez-vous placer votre argent dans des obligations européennes ou dans des instruments européens quelconques, alors que l'Europe vient de démontrer qu'elle n'est pas prête à respecter son devoir fiduciaire à leur égard? Je pense que cela aura de terribles conséquences pour l'Europe. Ce n'est pas aussi grave que cela l'aurait été s'ils avaient réellement réussi le braquage de banques qu'ils avaient prévu. Mais c'est tout de même très sérieux. Et le fait qu'ils s'en soient approchés d'aussi près est, à mon avis, inquiétant pour les déposants. Nous savons qu'en ce moment, la guerre se rapproche d'Odessa, monsieur l'ambassadeur. Si la Russie décide de poursuivre le conflit, et Donald Trump, pas à chaque fois, mais il y a quelques jours, peut-être hier, a dit que la Russie changeait d'avis, que l'Ukraine changeait d'avis. Alors, s'ils prennent Odessa,
Pensez-vous que si la Russie la capture, elle la rendra à l'Ukraine, ou bien qu'elle la gardera ou proposera quelque chose en échange? Non, non, ils le garderont. Elle a été fondée à l'origine par Catherine la Grande. C'est une question de fierté russe. Elle fait maintenant partie de l'Ukraine, bien sûr. Beaucoup des problèmes qui ont commencé juste après le coup d'État de 2014 se sont produits à Odessa. Il y a eu un massacre de masse de Russes par des nationalistes ukrainiens et, en substance, une attaque terroriste contre les russophones. Donc, vous savez, s'ils la capturent, je ne pense pas qu'ils la rendront. Mais je me dépêcherai d'ajouter qu'il n'est pas du tout facile de capturer Odessa. Il faut traverser le Dnier pour cela. Il faut prendre le territoire au nord d'Odessa, de l'autre côté du fleuve, par rapport aux zones tenues par les Russes. La Russie n'a pas la capacité de lancer une attaque amphibie sur Odessa depuis la mer Noire. C'est donc pas facile militairement. D'un autre côté, les Russes ont montré qu'ils étaient prêts à mener une guerre d'usure lente jusqu'à obtenir ce qu'ils veulent. Je pense que si la guerre continue, ce serait effectivement une cible. Donald Trump a déclaré, vous savez, nous savons que lors des dernières discussions entre l'administration Trump et le gouverneur Kushner, une autre personne participait à cette réunion. C'était un appel vidéo avec le directeur de BlackRock présent dans le cadre des négociations. En observant le comportement du chancelier allemand, qui est cet homme? Représente-t-il BlackRock ou représente-t-il le peuple allemand? Mais bien sûr, tout cela est assez inhabituel. Nous avons ici des amis d'affaires, et le gendre de Donald Trump menant des affaires officielles pour les États-Unis, alors qu'ils n'ont reçu aucune confirmation du Sénat pour le faire. Tout cela est anticonstitutionnel et inhabituel. Et le fait que d'autres personnes interviennent dans ce processus n'est qu'un prolongement de la même situation. J'ajouterais que, bien sûr, rien du tout n'a été accompli par ces diplomates amateurs. Et Vladimir Poutine a essentiellement déclaré que, si une solution devait être trouvée, elle le serait par Sergei Lavrov et des diplomates professionnels. Il a indiqué qu'il avait apprécié discuter avec Witkoff et Kushner. Et pourquoi ne l'aurait-il pas fait? C'est une ligne directe vers Trump, mais je ne pense pas qu'il voit cela comme une solution à un problème. En fait, il a été plus catégorique ces derniers jours, affirmant que s'il n'y a pas de processus diplomatique pour régler cette question à des conditions acceptables, ils imposeront simplement leurs conditions sur le champ de bataille. La position de Zelensky s'est également durcie. Tout cela est très irréaliste. Et vous savez, au milieu de tout cela, je dois mentionner que le déni européen va jusqu'à imposer des sanctions à des personnes comme Jacques Baud, qui a été un analyste précieux et réaliste. Il est qualifié de pro-russe pour avoir contredit le récit officiel. Et pas seulement qualifié de pro-russe, mais désormais pratiquement privé d'accès à son compte bancaire, de la possibilité de voyager, de signer des contrats, de faire des affaires, et ainsi de suite, au motif qu'il exprime des opinions que non pas le Parlement européen, mais le secrétariat européen, cette bureaucratie non élue, juge inacceptable. Donc, l'Europe. Quand J.D. Vance a critiqué l'Europe pour sa régression démocratique, je ne comprenais pas vraiment son point de vue. Mais maintenant, oui. C'est, je pense, le contraire de ce qu'il imaginait. Les Européens sabotent simplement leur propre démocratie et leur propre liberté sur l'autel de la russophobie. Assez extraordinaire. Et ils n'ont toujours pas présenté la moindre proposition de paix. Aujourd'hui, Poutine a tenu ce qu'ils appellent sa ligne directe avec le public, principalement avec la presse et le peuple russe.
Il a dit « Voici, monsieur l'ambassadeur, ce qu'il a répondu aux journalistes de la BBC ». Puis il a parlé du lien entre les économies russes et européennes et de l'importance de cette relation. La Russie, malgré un ralentissement de notre économie à 1%, reste au 4e rang mondial en termes de PIB en parité de pouvoir d'achat, derrière la Chine, les États-Unis et l'Inde. La Russie est numéro 4. Nous sommes suivis par le Japon et l'Allemagne. Le Royaume-Uni, que vous représentez aujourd'hui, se classe malheureusement au 7e ou au 8e rang du PIB en parité de pouvoir d'achat. Si nous unissions nos efforts avec les pays européens, notre PIB combiné en parité de pouvoir d'achat dépasserait celui des États-Unis. Bien sûr, tout cela reste théorique, mais il est évident qu'en nous complétant et en unissant nos forces, nous aurions prospéré. C'est tout à fait logique. Vous savez, la réponse évidente à l'effondrement de l'économie allemande serait de rétablir le gazoduc Nord Stream 2. L'Allemagne ne peut pas prospérer sans un accès à une énergie bon marché qu'elle obtenait de la Russie. En réalité, ce n'est pas la Russie qui a coupé cette source d'énergie, mais les États-Unis avec l'accord de l'Allemagne. Et maintenant, les Européens redoublent d'efforts dans une stratégie qui consiste à se priver eux-mêmes des ressources russes. Ce n'est pas une stratégie économiquement gagnante. En fait, Poutine a tout à fait raison. Les économies de l'Europe occidentale ou de l'Union européenne, qui inclut désormais les pays d'Europe de l'Est, et de la Fédération de Russie sont très complémentaires. Chacun peut tirer profit du commerce avec l'autre, et chacun perd en l'absence d'échange. Bien que les Russes aient compensé cela en se tournant vers la Chine, l'Inde, l'Asie occidentale et l'Afrique, les Européens ne l'ont pas fait. Cela se reflète dans des gouvernements très instables à travers l'Europe, souvent minoritaires ou en perte de soutien, ainsi que dans la montée des partis nationalistes populistes de droite, comme l'Alternative für Deutschland en Allemagne ou le Rassemblement national de Marine Le Pen en France. Peut-être que l'élection de Giorgia Meloni en Italie traduit la même tendance. Il n'a donc pas tort, mais ce n'est apparemment pas une idée que les Européens sont prêts à envisager. Ils veulent que la guerre en Ukraine continue. Pour conclure cette session, Monsieur l'ambassadeur, si la guerre en Ukraine se poursuit, et si, comme nous le savons, l'objectif principal des dirigeants européens, ou du moins d'Europe occidentale, est la continuation du conflit en Ukraine, s'ils parviennent à atteindre cet objectif, comment voyez-vous l'avenir de l'Europe? Allons-nous assister à une forme de division entre la partie orientale et la partie occidentale de l'Europe? Eh bien, c'est une question très compliquée. Tout d'abord, je ne pense pas qu'ils vont réussir à perpétuer la guerre, car il manque d'Ukrainiens pour le faire. Les pertes et les désertions ukrainiennes sont extrêmes, et l'armée ukrainienne ne se porte pas bien. De plus, l'Ukraine elle-même est ravagée par les attaques de missiles russes contre son réseau énergétique. Il y a des coupures de courant. C'est l'hiver. Vous savez, je crois que l'hiver commence officiellement dimanche, et il est particulièrement rude dans cette région du monde. Donc je ne pense pas qu'ils vont réussir à prolonger la guerre. Je ne suis même pas sûr, comme je l'ai dit, qu'ils seront capables de réunir les fonds nécessaires. Ils ont tous convenu qu'ils trouveraient 90 milliards d'euros, ou de dollars, je ne me souviens plus lequel. De toute façon, c'est peu probable. Quel sera le résultat de la défaite de l'OTAN, de l'UE et des États-Unis en Ukraine? Beaucoup dépendra du type d'Ukraine qui sera alors construite. Si c'est une Ukraine qui sert à la fois de zone tampon et de pont entre la Russie et le reste de l'Europe, alors peut-être que la vision du président Poutine
d'économie complémentaire pourra être lentement restauré et réalisé. Si c'est autre chose, je pense que l'UNWTO aura des problèmes. Je remarque, et je crois l'avoir déjà mentionné dans votre émission, que Kaja Kallas, la porte-parole de la politique étrangère de l'Union européenne, a évoqué qu'il serait merveilleux que la Fédération de Russie se fragmente en petits pays plus faciles à gérer. Mais vous savez, il est bien plus probable que l'Union européenne se désagrège. Le Brexit a déjà eu lieu. L'UNAPRAN est presque en conflit avec certains de ses propres membres, ceux qui ont résisté à la grande tentative de hold-up bancaire qu'ils ont voulu mener à Bruxelles, la Hongrie, la Slovaquie, la Tchéquie et l'Espagne. L'OTAN est de plus en plus divisée. Rien ne garantit que les États-Unis resteront engagés dans l'OTAN. Si ce n'est pas le cas, y aura-t-il une architecture de sécurité pan-européenne fondée sur l'OTAN? Très peu probable. Donc je pense que les vraies questions ne concernent pas tant ce qui se passe en Russie ou même en Ukraine, mais plutôt ce qui se passe dans le reste de l'Europe. La seule chose que je ne pense pas possible, c'est que les Européens semblent vouloir diviser l'Europe en une zone russe et une zone occidentale. Je ne crois pas que ce soit faisable. On ne peut pas avoir une zone démilitarisée ou une sorte de perpétuation du conflit. Je ne pense pas que les Russes accepteraient cela. Les États-Unis le pourraient, mais je ne vois pas pourquoi nous le voudrions. J'ai toujours trouvé que le slogan « Une Europe entière et libre » était une bonne idée, et nous devons trouver un moyen de concrétiser cette vision. Cela exige la coopération et la participation de la Russie, et cela ne peut pas se faire de la manière dont les Européens gèrent actuellement les choses, sans même mener de dialogue avec les Russes. La raison pour laquelle je pose cette question, c'est à cause de Zelensky hier. Il a avancé l'idée que, vous savez, ce genre de politiques venant de Washington sont temporaires. Nous allons connaître des changements à Washington. Il parle de l'après-administration Trump. Je n'arrive pas à croire que ces idées viennent des Ukrainiens ou de l'administration Zelensky. Je pense qu'il est d'une certaine manière optimiste quant aux changements qui pourraient survenir à Washington en 2029 ou 2030, et que ceux-ci pourraient bénéficier aux politiques de l'Europe et de l'Ukraine. Il y aura des changements à Washington en 2029, en grande partie parce que l'administration Trump échoue sur le plan intérieur à traiter les problèmes qu'elle avait promis de résoudre. Elle a été plus efficace à l'intérieur du pays qu'en politique étrangère. La guerre en Ukraine ne s'est pas terminée en 24 heures comme promis. La prospérité nationale n'est pas imminente. Contrairement à ce qu'a affirmé le président Trump mercredi, lorsqu'il a prononcé ce que l'on a appelé le discours « bah humbug », comme Scrooge parlant de Noël. Quoi qu'il en soit, non, en réalité, M. Zelensky a bien plus de chances d'être remplacé avant que la politique américaine ne change. Je ne sais pas ce que sera la politique américaine, si les politiques de l'administration Trump seront maintenues, modifiées, rejetées ou remplacées. Personne ne peut le dire. C'est une transition très incertaine aux États-Unis comme en Europe. Mais je pense que Volodymyr Zelensky se berce d'illusions. Ce n'est rien de plus que cela. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, d'être avec nous aujourd'hui. C'est comme toujours un grand plaisir. J'étais heureux de rejoindre Trita Parsi. J'ai trouvé qu'il avait fait d'excellents points et j'espère que vous passerez un bon week-end. To see.